Eh ben, bonne soirée. Eh ben dis donc, 18h30, t'as posé ton après-midi, Séverine? T'es malheureuse dans ta vie, non, Carole? Oui. Moi, c'est Séverine Davant, je suis l'autrice de Ciao les nazes. C'est un manifeste sur les problèmes du monde du travail sous la forme d'une lettre de démission. J'ai écrit ce livre parce que beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde du travail souffrent ou traversent des crises ou des questionnements un petit peu existentiels. Et en fait, ce que j'avais envie de faire avec ce livre, c'est de montrer qu'il y a énormément de problèmes qu'on a l'impression de vivre tout seul, qui sont en fait beaucoup plus larges, qui sont systémiques. Et j'avais envie de mettre les mots dessus pour aider les gens à prendre conscience qu'en fait, c'est pas de leur faute. Les réunions, d'après une étude Slack, on y passe 37% de notre temps. La caractéristique des réunions inutiles, c'est généralement qu'elles sont organisées par les gens qui ne font pas le taf effectif. Ça leur sert à deux trucs, c'est un, à avoir l'impression de travailler, et deux, à surveiller les gens qui travaillent. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, ils mettent les gens qui travaillent dans une réunion qui leur empêche d'être en train de travailler. D'ailleurs, en Suède, il y a eu un pilote... Ouais. Excuse-moi, Séverine, en fait, il y a la réunion qui va commencer là. Ok, 2 minutes. En Suède, il y a un pilote qui a été mené, qui a réussi à... Non, mais parce qu'en fait, il faut vraiment que tu viennes maintenant parce que c'est une réu sur le brand. Ok. J'arrive. Un pilote qui a été mené pour réduire la journée de travail à 6 heures. Désolée, hein, mais parce que là, en fait, on peut pas commencer sans toi. Ok, j'arrive. Ok. Pour réduire la journée de travail à 6 heures. Ils ont fait ça principalement en coupant les réunions inutiles. Il y a quand même un tabou majeur sur l'argent dans le taf, qui est qu'en fait, on fait tous un petit peu comme si l'argent, c'était pas exactement le sujet. L'IFOP a mené une étude assez rigolote qui montre qu'il est tabou pour 68% des collègues de parler de rémunération entre eux à la machine à café. Pour comparaison, c'est plus tabou que de parler de relations sentimentales et sexuelles entre collègues, d'immigration, du conflit israélo-palestinien, et même que de faire caca au bureau, ce qui n'est tabou que pour 39% des gens. Oh putain les gars, je viens de lâcher un sous-marin dans les chiottes, c'est dégueulasse. C'est comme moi, je gagne 2300 € net avant impôt. Mais t'es malade. Vous gagnez de l'argent? Oh, tu Vous casses gagnez la- combien? Le caca était gros, non? Le gros caca. Ouais. Le caca. Le caca. Fais-nous un mime. Les études estiment qu'il y a entre un tiers et la moitié des employés qui seraient en situation de détresse psychologique à cause du travail. Dans les années 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une sorte d'ascension de la vague du happiness management. Le happiness management qui tenait à une sainte trinité, baby, foot, yoga, open bar. En gros, c'était l'idée que les entreprises étaient responsables du bien-être de leurs salariés et que ce bien-être, cette joie et cette félicité allait permettre la rétention des employés et puis d'attirer des gens, plutôt que éventuellement de bien les payer. L'un des problèmes avec le happiness management, outre le fait que évidemment ça n'adresse pas les vrais sujets de santé et de risques psychosociaux au travail, c'est que globalement, quand il y a un happiness manager dans une boîte, on sait ce qu'on a à faire. Globalement, l'injonction, c'est de sourire. Et donc, c'est pour ça qu'en finalité, moi, je me sens pas vraiment reconnu dans cette boîte, quoi. Et ça me provoque beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse au quotidien. C'est vraiment dur à vivre. Et même, je vois que physiquement, je commence à avoir des boutons purulents dans le sillon Excuse-moi, interfécial. je te coupe, mais est-ce que t'as pensé à faire des salutations au soleil, Thomas? Alors, moi, c'est Julien que je m'appelle. Dans le travail, on a une manie qui est d'emballer des notions un petit peu difficiles dans d'énormes euphémismes. Le plus gros symbole de ça, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi, pour dire plan de licenciement. Typiquement, quand on dit d'une boîte que c'est une belle école, généralement ça veut juste dire qu'on s'y fait bolosser en début de carrière, qu'on est content de l'avoir fait mais qu'on n'a même plus envie d'y penser. Ou quand on dit de quelqu'un que c'est un manager exigeant, 100% du temps ça veut dire toxique. Mais en fait en faisant ça, on amoindrit la puissance du langage. En mettant des mots cotonneux comme ça, c'est une sorte de sédatif. On endort le sens des choses et donc on permet à la violence de se perpétuer. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point on se compare toujours pour niveler vers le bas. Mais ça, cette comparaison avec des métiers physiques plus pénibles, ça sert toujours un petit peu à relativiser la souffrance des personnes qui bossent dans un bureau. Travailler dans un bureau, ça mobilise aussi le corps. Se lever tôt le matin, se coucher tard le soir, être toute la journée assis face à un écran bleu, le corps contracté avec énormément de bruit autour de soi dans un open space et des interruptions toutes les 2 minutes. Ça continue à entretenir l'idée que quand c'est dans la tête, ça compte pas. Si, d'après le ministère de la Santé, en 2023, il y avait eu plus 25% de maladies psychiques liées au travail par rapport à l'année d'avant, a priori, c'est qu'on a un problème. Et c'est pas parce que c'est de la santé mentale que ce n'est pas un problème de santé.
Dans le livre, je parle du nuage. Pas parce qu'on ferme notre ordinateur que le travail s'arrête dans notre tête. Le nuage, c'est dans ces moments où on n'est pas en train de travailler, cette espèce de conscience du travail qui nous reste à faire. Et au moment où on se met à travailler, il nous tombe dessus et là ça devient une brume qui nous rend assez inefficaces. La génération qui constitue la majorité de la force de travail aujourd'hui, c'est les millennials, qui sont dans une situation assez particulière. C'est-à-dire que la génération d'avant a plutôt connu la stabilité des carrières et le plein emploi. La génération d'après sait que c'est pété, du coup elle attend beaucoup moins du travail. Les millennials sont arrivés sur le marché du travail avec le mode d'emploi légué par la génération précédente. Fais des bonnes études, travaille bien, sois sympa et globalement tout va bien se passer. Et il s'avère que tout s'est pas bien passé. Le travail est devenu plus précaire, les carrières beaucoup moins linéaires, les métiers pour lesquels on s'est orienté ont été remis en question par les évolutions technologiques et sont en train d'être désormais remis en question par l'intelligence artificielle. On a à la fois peur de notre obsolescence et peur de pas avoir un job quand on sera senior, et aussi peur qu'il n'y ait pas de retraite. Dans tout ça, les millennials se retrouvent à être un peu la génération charnière. Les anciennes règles ont plus court, tout est encore en train d'être transformé et eux, leur rapport au travail n'est pas encore totalement clairement défini. Et du coup, les gens de cette génération-là vivent tout un tas de crises individuelles qui sont en fait une crise un petit peu plus large parce qu'ils se posent la question de quel est l'intérêt, le sens, la valeur de ce job. Et si je fais ce travail-là, c'est parce que justement à la seconde où on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, on peut commencer à parler les uns avec les autres, à partager nos questions, nos problèmes. Et c'est uniquement en parlant, en recréant du collectif dans un monde du travail qui est de plus en plus individualisé, qu'on va réussir à faire avancer les choses. Moi, je suis assez convaincue qu'on peut aussi réfléchir au travail en pensant à aller vers le mieux. Moi, par exemple, je milite pas mal pour la réduction du temps de travail, mais il y a énormément de choses à trouver. Il y a tout un monde du travail à recalibrer et ça ne marchera que si on pense tous, globalement, collectivement, qu'on a le droit à mieux.